Bonjour. Il faut réinventer le GIEC. C'est un sujet qui me travaille depuis un certain temps, que j'ai revu dans différents livres, pas tellement dans des conférences, mais c'est quelque chose qui devient important. Alors, il vient d'où le GIEC? Quelles sont les raisons profondes, les personnages politiques qui ont amené à la création du GIEC? Le GIEC est né d'un double mouvement. D'un côté, l'accumulation de preuves scientifiques sur l'effet de serre et le réchauffement d'origine humaine, ce qu'on appelle le réchauffement anthropique, et de l'autre, la volonté des grandes puissances de cadrer politiquement, voilà, et ce dossier en le confiant à une expertise intergouvernementale plutôt qu'à une simple agence militante de l'ONU. Bien, il y a des raisons profondes. La première raison, c'est qu'elle est scientifique. Dès la fin du 19e siècle, mais surtout dans les années 70-80, les travaux sur le CO2, les carottes de glace, les premières modélisations ont rendu l'hypothèse d'un échauffement anthropique beaucoup plus solide. Même si à l'époque on ne parlait pas de réchauffement anthropique, on disait qu'on ne connaissait pas l'origine de ce réchauffement. Néanmoins, c'est cela. La deuxième raison, elle est institutionnelle. Il fallait une instance capable de rassembler, trier, synthétiser les connaissances mondiales pour servir de base à des négociations internationales sur le climat. Donc ça veut dire qu'on crée une instance, une instance qui rassemble, je commence par ce mot rassemble, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle rassemble? Elle rassemble des informations en fonction de ses objectifs. Elle ne rassemble pas des informations qui sortent de ces objectifs. Donc on a un autre biais. La troisième raison, elle est politique. Les États voulaient garder la main sur la manière dont le climat serait expertisé et discuté dans le cadre onusien afin de limiter l'influence d'organisations perçues comme trop militantes. Petit rappel, ça a été créé le GIEC en 1988 lors d'un cadre d'un G7. 1988, on voit la Chine en train de monter. Ce n'est pas encore la puissance d'aujourd'hui, 2026, mais on a quand même envie de maîtriser cela puisque l'on voit l'URSS s'effondrer. Donc les puissances occidentales, États-Unis et Grande-Bretagne, veulent maîtriser cela et les autres derrière. Et justement, il y a deux figures décisives à cela. Les deux figures géopolitiques les plus souvent citées sont Margaret Thatcher et Ronald Reagan, qui ont poussé à la création du GIEC dans le cadre du G7 de 1988. Alors, Reagan, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait notamment éviter que le sujet soit monopolisé par des groupes écologistes. Et quelques années plus tard, 12 ans plus tard, il y a eu Seattle avec un mort d'ailleurs, et il préférait le placer entre les mains de scientifiques. N'oublions pas qu'à cette époque, il y avait cette recherche sur le tabac et le cancer, ce que j'appelle l'agnotologie, c'est-à-dire l'enseignement de l'ignorance, qui était quelque chose de bien clair, et on voulait continuer cet enseignement de l'ignorance, cette technologie, avec ces scientifiques bien choisis. Et puis il y avait Thatcher, elle qui a joué un rôle important malgré une motivation plus complexe, mêlant les sensibilités réelles à la question climatique et le contexte politique intérieur britannique, notamment son affrontement avec les syndicats du charbon, puisqu'elle avait en tête d'arrêter les mines de charbon en Angleterre en disant qu'il y aurait moins d'émanations de carbone dans le pays, donc il fallait les arrêter. Et on se souvient des grèves de la faim, etc., qu'il y avait, c'était particulièrement violent. Et puis il y a un contexte international. Et il a été créé par l'OMM, par les PNUE, enfin tout ça c'est des instances de l'ONU, après une montée en puissance de la question climatique dans les enceintes internationales. Et puis la conférence sur le climat de 1979, donc 10 ans avant, puis les alertes scientifiques des années 1980, ont créé l'environnement favorable à cette institution, pas l'environnement en tant qu'environnement et de climat, mais le contexte favorable à cette institution. Donc on crée le GIEC. Ce n'est pas créé d'une seule décision, mais de la rencontre entre une urgence scientifique croissante et une stratégie diplomatique des États pour structurer le débat. On se rend compte que dans ce vocabulaire utilisé, dont les mots viennent essentiellement du GIEC,
on est dans quelque chose de complètement scientifique, pas du tout économique, pas du tout social, un peu environnemental, mais on veut satisfaire les gens et donc on crée un organisme à qui qu'on va nourrir en information et qui va en tirer les conclusions. En une phrase, elle est jolie cette phrase, le GIEC a été créé parce que le réchauffement climatique devenait un fait scientifique. À l'époque, on parlait en fait de dérèglement climatique, donc ça devenait un fait scientifique difficile à ignorer, et parce que les dirigeants comme Thatcher et Reagan ont voulu organiser ce sujet dans un cadre intergouvernemental qu'ils contrôlaient. Bien. Et on est toujours sur cette tendance, on est en 2026, on est quand même 2026, 2029, 28, 40 ans plus tard, on est toujours dans cette même idée avec le GIEC, nourri toujours par le même type d'informations pour obtenir le même type de conclusion. On se mord la queue. Je reviens un petit peu avant 1988, je reviens à 1972. En 1972, il y a le Club de Rome. À sa demande, il y a un groupe de scientifiques du MIT. Alors bien sûr, on est sur des scientifiques choisis, du MIT américain, réunis autour d'un professeur, Dennis Meadows, qui publie un rapport célèbre, The Limit to Growth, qu'on a traduit en français par les limites à la croissance. C'est le rapport Meadows. Il a été publié il y a maintenant 50 ans, et c'est l'un des premiers textes à alerter sur les conséquences destructrices pour la planète d'une croissance illimitée. On a bien remarqué que dans le GIEC, il n'y a pas de mention de croissance économique, de démographie. On parle du climat, des environnements. Donc, on est là sur un rapport qui alerte sur les conséquences destructrices pour la planète d'une croissance illimitée dans un monde aux ressources finies. Là, on parle des ressources. Le GIEC ne parle pas de ressources. Ce rapport vise à expliquer que le dépassement des limites physiques du système Terre aura une influence importante sur le développement mondial d'ici les 100 prochaines années. C'était il y a 50 ans. À l'aide, 50 ans, presque 60 ans en fait, à l'aide de modélisations informatiques inédites pour l'époque, on en est aux premiers ordinateurs. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on sait tout, on fait tout, on en connaît tout dans un minimum de temps. Donc, avec l'aide de modélisation informatique, Dennis Meadows et son équipe représentent un système Terre à partir de quelques variables. Alors, il y a 5 variables. Je ne vais pas détailler le système des variables, chacun pourra aller trouver ce rapport. On parle de la population mondiale. Juste pour mémoire, il y a 3,6 milliards d'habitants sur Terre en 1970. En 2025, il y en a 8 milliards. Je ne sais pas si on avait une projection aussi semblable, et il devrait y en avoir quelque chose de l'ordre de 10 milliards, admettons, en 2050. La croissance industrielle. À l'époque, la croissance industrielle, dans les années 1970, le centre du monde, c'était l'Atlantique. Le centre du monde est passé, en une vingtaine d'années, vers 1990-95, au Pacifique. Je ne pense pas que les scientifiques du MIT avaient cette idée-là à l'époque. Le troisième élément, c'est la production alimentaire. Alors là, je vous laisse faire les calculs entre l'évolution de la population et la croissance industrielle, qui a été quasiment exponentielle, et qui fait qu'il y a de plus en plus de bouches à nourrir. Et comment va-t-on nourrir des bouches de plus en plus nombreuses à partir d'une terre pour laquelle il va falloir avoir une densité de production de plus en plus élevée. Et puis, la consommation des ressources naturelles, il est traité. Je rappelle que là, en 1970, on rentre dans la révolution informatique avec les puces. Après, il y aura la révolution 90 qui sera la révolution Internet. Et après, il y aura les années 2020
avec la révolution de l'intelligence artificielle. On est toujours sur des bases très différentes. Et puis le cinquième élément, population mondiale, croissance industrielle, production alimentaire, consommation des ressources naturelles. Et on a enfin la pollution, qui est le cinquième, notamment de brûler des énergies carbone. Je ne pense pas qu'on imaginait que la croissance industrielle, démographique mondiale et du PIB mondial, je ne pense pas qu'on imagine en 1970 qu'on arriverait à ces niveaux d'énergie carbone. Alors qu'est-ce qu'il dit ce rapport? À partir des modélisations, d'abord on en a le titre, la croissance zéro, à partir de la croissance limitée, à partir de ces modélisations, les scientifiques de 1970 ont identifié 12 scénarios possibles pour le XXIe siècle et ont tiré les principales conclusions suivantes. Les 3 conclusions. 1. Si les tendances actuelles de croissance, 1970, on est à l'époque, c'est l'Est et l'Ouest. La Chine, on n'en parle pas beaucoup. Si les croissances actuelles de croissance se poursuivent, les limites physiques de la planète seront atteintes au cours des 100 prochaines années. Cela pourrait conduire à un déclin soudain et non contrôlé du système et du bien-être humain. 2. Il est encore possible de modifier ces tendances, on parle de 1970, on pourrait modifier ces tendances de croissance et d'établir des conditions de stabilité écologique et économique qui soient durables sur le long terme. Le GIEC n'aborde pas du tout de stabilité économique. Stabilité écologique. Et 3e point, plus vite les populations mondiales mobiliseront pour atteindre cette stabilité écologique et économique, plus grandes seront leurs chances d'y parvenir. Eh bien, on n'y est pas. On n'y est pas du tout. On a vraiment le sentiment que l'objectif, c'est pas le bonheur en tant que tel de l'homme sur Terre et de sa manière de vivre. Le bonheur, c'est l'accumulation de biens et la surabondance de biens. Et on voit où on en est aujourd'hui, où en France, depuis quelques jours, si on veut, on ne récolte plus de vêtements usagés. Ils sont en pétrole. Ils n'apportent rien, on ne peut rien en faire. Il y en a tellement. Et il y a d'autres éléments qui deviennent absolument probants de notre manière de vivre. Lorsqu'on a eu le Covid, on a dit, ben tiens, on a produit moins de voitures, on a moins volé en avion. Et dès le lendemain du Covid, je dirais même pas le lendemain du Covid, on a dit, produisons plus de voitures, voyageons plus en avion. C'est brutal de dire cela. On pourrait dire, tiens, mais c'est un anti-croissance. Non, je l'ai développé à plusieurs reprises. Il faut être dans une idée de frugalité, c'est-à-dire de vivre mieux avec moins. Et c'est cela que devrait être le GIEC. Il devrait travailler dans cette idée-là, et non pas à dire on va produire ou émettre moins de CO2. Le sujet n'est pas d'émettre moins de CO2. Le sujet est de moins consommer d'une planète qui est quelque chose de fini, même si j'ai développé par ailleurs des éléments disant mais non, il reste des matières encore à creuser. Voilà, je vous laisse à réfléchir cela dans vos vacances, peut-être un sujet de promenade, de balade, de plage, d'apéritif ou de digestif. Et puis vous me direz ce que vous en pensez. Je repars en plongée. À bientôt.